C'est Jonathan Ilibudo qui pilote l'équipe du dimanche ce soir. Bonsoir, bienvenue. Le 7 Info, nous parlerons de politique, les premiers pas vers la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Nous parlerons aussi de la ruée vers la majorité présidentielle. Après l'UPC, c'est la NAFA, la Nouvelle Alliance du Faso, qui fait le grand saut. La sécurité avec le décès dans les cascades de l'abbé Rodrigue Sano. Beaucoup de questionnements autour de cette disparition tragique. Et puis nous parlerons aussi de culture avec ce projet Engagement féminin. La compagnie Auguste Bienvenue sera avec nous. Bonsoir, bienvenue des invités donc. Salam Sawadogo est le président du RMB, le Rassemblement des Mains Blanches. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes de la majorité présidentielle, c'est bien ça? On sera avec vous dans un instant. Avec nous également, Issoufou Saré, directeur général de la télévision BF1. Une semaine maintenant que la télévision a été victime de sinistres. On fera le point avec vous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Aubin. Avec nous également, bienvenue Bazier de la compagnie Auguste Bienvenue. Avec lui, on parlera du projet Engagement féminin. Vous êtes chorégraphe danseur. Bienvenue. Oui, merci. Et comme tous les dimanches, notre consultant du dimanche, Siaka Koulibaly. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Le 7 Info, c'est donc parti. Retour sur Actu. BF1, une semaine après le sinistre, la télévision se remet tout doucement. Elle a reçu hier la visite du chef de file de l'opposition politique, Eddy Komboïgo. Eddy Komboïgo, en compagnie des responsables de la télévision BF1, fait le constat de la salle ravagée par le feu. Loin de la capitale au moment de l'incendie, le président du CDP ne voulait pas se faire raconter cette mauvaise nouvelle. Présent donc sur les lieux, le chef de file de l'opposition est venu donc soutenir la chaîne de télévision qu'il qualifie de bijou aux yeux de plusieurs Burkinabés. J'étais hors du pays, j'ai appris ça avec beaucoup de friction quand on sait ce que c'est que le BF1 qui est la première chaîne du Burkina Faso. En matière d'audience, en matière de qualité de programme et surtout la sincérité des informations. Nous avons un bijou qu'il faut vraiment protéger puisqu'ils servent d'exemple aux autres chaînes de télévision. Nous sommes venus donc porter notre solidarité au DG de la chaîne et puis à l'ensemble du personnel. Nous espérons que très rapidement la salle sera remise en état pour que le travail puisse reprendre. Dans son élan de solidarité, Eddy Komboïgo n'est pas venu les bras ballants. Il annonce un accompagnement pécuniaire pour rééquiper les locaux au plus vite. Tout en saluant les nombreux téléspectateurs et partenaires venus encourager aussi le personnel, Eddy Komboïgo saisit l'occasion pour inviter l'ensemble des médias burkinabés à plus de professionnalisme pour honorer davantage le pays. Autant s'il y en a qui sont venus comme moi, mais tant mieux. Je voulais inviter toutes ces chaînes à rester professionnelles, à donner des informations de vérité, ce qui contribue à approfondir notre démocratie, à construire notre démocratie. Nous sommes un jeune État, même avec 60 ans d'indépendance, nous voulons davantage faire. Et cela passe par l'information, qui est un pouvoir, comme vous savez. Les premiers matériels sont déjà là. Bientôt vont démarrer les activités de rénovation. Donc, avec nous, le directeur général de la télévision BF1, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, Aubin. La page donc du sinistre est en train tout doucement d'être tournée, mais on retiendra surtout l'élan de solidarité. Effectivement, Aubin, merci pour cette opportunité qui m'est donnée de passer sur ce plateau justement pour manifester ma gratitude en mon nom propre et au nom de l'ensemble du personnel de la télévision BF1 pour l'élan de solidarité qui a été manifesté à l'occasion de cet incendie que nous avons connu au petit matin du samedi. Il faut dire que nous avons été effectivement surpris par cet élan, qu'il s'agisse des téléspectateurs déjà sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse de la manifestation physique des autorités, tant politiques, culturelles que religieuses et coutumières, se sont manifestés pendant toute la semaine, ont défilé au niveau de la télévision BF1 pour manifester leur compassion à l'endroit de la télévision BF1 qui a connu justement ce sinistre. Donc c'est le lieu pour moi de remercier toutes ces personnes, de remercier tous ceux-là qui n'ont peut-être pas pu effectuer le déplacement, mais qui, dans leur pensée, qui, dans leur prière, nous ont portés. Donc, une fois de plus, c'est de leur dire merci,
C'est pour la raison pour laquelle je suis là. Ça veut dire que désormais aussi, un élan de solidarité, mais derrière, c'est dire que les Burkinabés suivent de près le travail qui se fait ici. Et c'est encore une fois une interpellation à rester dans la ligne. Oui, justement, nous pensons que cette manifestation de solidarité nous interpelle à plus d'un titre. C'est nous dire, vous faites du bon boulot, on vous suit, restez sur votre ligne, au mieux améliorer ce que vous faites. Raison pour laquelle nous allons justement continuer de travailler pour répondre aux attentes des téléspectateurs, non seulement burkinabés, mais africains, parce qu'il faut signaler que cet élan de solidarité ne s'est pas manifesté qu'au niveau du Burkina Faso, mais au niveau de l'international également. Nous avons reçu beaucoup d'encouragement, beaucoup de mots de soutien. Je vais particulièrement faire une mention spéciale, une fois de plus, aux sapeurs-pompiers. On ne les a pas assez remerciés pour le travail qu'ils ont abattu, parce que je dis, sans leur intervention prompte, le sinistre aurait pu être plus catastrophique, plus dommageable que cela. Donc c'est véritablement l'occasion pour moi de leur faire une mention spéciale. Une mention spéciale également aux différents confrères des autres médias qui également ont manifesté leur solidarité à notre endroit. Et comme je dis, aux véritables patrons de la chaîne de télévision BF1, qui sont les téléspectateurs, c'est pour eux que nous travaillons. Justement, cette manifestation de solidarité, une fois de plus, ce sont eux qui le portent. Donc nous allons, comme je l'ai dit, travailler à répondre davantage à leurs attentes. Au passage également, les sapeurs-pompiers qui ont fait le travail, mais on a reçu aussi la solidarité de la gendarmerie, mais aussi de la police. C'est la preuve que l'ensemble des FDS sont avec nous. Désormais, c'est une page qui est en train d'être tournée. On suppose que très vite, rapidement, comme on l'a dit dans le sujet tout à l'heure, les activités de rénovation vont commencer. Oui, pour les activités de rénovation, nous aurons pu les entamer dès la semaine dernière parce que nous avons voulu aller très vite. Mais il se trouve que la police scientifique n'avait pas véritablement terminé ses enquêtes, donc pouvait à tout moment passer dans la salle pour faire des prélèvements. Raison pour laquelle nous avons mis tout ce temps. Mais je crois que la police est en train de terminer pratiquement son rapport. Et dès la semaine prochaine, nous allons pouvoir travailler à rénover la salle. D'accord. Donc la page est désormais tournée. La page est désormais tournée. Merci, voilà. Monsieur le Directeur Général. Merci, Aubin. Vous restez avec nous pour la suite de cette info. Le drame cette semaine, le corps de l'abbé Rodrigue Sanon retrouvé sans vie dans une forêt classée dans la région des Cascades. L'affaire suscite indignation et interrogation. La paroisse Notre-Dame de la Paix de Soubakani-Dougou, les portes fermées et le silence. Un silence des morts comme une prémonition. Les fidèles ont sans doute prié pour que cela n'arrive pas, hélas. L'information est tombée comme un coup près à travers ce communiqué de l'évêque de Banfora. C'est avec une profonde douleur que je porte à la connaissance de tous que le corps sans vie de l'abbé Rodrigue Sanon a été retrouvé ce jour 21 janvier 2021 dans la forêt classée de Toumousséni, à une vingtaine de kilomètres de Banfora. Comment ce drame qui a mis en émoi toute la population de cette commune rurale située à 45 km de Banfora est arrivé? Tout a commencé il y a 72 heures, le 19 janvier dernier. Ce jour-là, l'abbé Rodrigue Sanon avait une rencontre à Banfora, une rencontre des curés à Banfora. Alors donc, le matin, nous avons célébré ensemble à 6h, 6h30, il a rangé ses effets. Et au plus tard, 7h05, 7h10, il a bougé du presbytère pour la rencontre qui devait se tenir à Banfora. Le prêtre n'arrivera jamais à destination, au contraire. Quelques heures après son départ, la nouvelle de la disparition de l'abbé Rodrigue Sanon parvient à sa paroisse. Après plusieurs tentatives de recherche entre nous, l'évêque m'avait donné l'autorisation d'aller déposer la déclaration au niveau de Banfora et au niveau de Soubara. Saisis, les forces de défense et de sécurité entament les recherches et retrouvent son véhicule vide, stationné dans le village de Toumousséni, à 20 km environ de Soubakani-Dougou. Son corps sans vie est retrouvé le 21 janvier. Au sein des fidèles, on s'interroge et surtout, on se souvient des valeurs prônées par le serviteur de Dieu. L'abbé Rodrigue Sanon était un bon prêtre. Il prêchait la vérité selon la parole de Dieu et il ne souhaitait que la paix dans la paroisse.
C'est la deuxième fois en l'espace de quelques mois qu'un tel drame se produit dans la région des Cascades. Le 17 janvier dernier, un employé de la SNC Soukou a été retrouvé mort à peu près un mois après sa disparition. Chaka Koulibaly, voilà une autre situation. On se demande encore qui est-ce qui a pu bien commettre ce problème, ce drame. Enlevé, puis retrouvé mort. On l'a vu, des coups de couteau, et le couteau retrouvé quelques mètres là. On se demande, est-ce là un mode opératoire des terroristes ou faut-il envisager d'autres pistes? Ce sont des interrogations aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est avec beaucoup d'émotion personnellement que j'ai appris cet événement triste et surtout le décès de l'abbé qui jette la perplexité donc, sur ces questions de sécurité dans notre pays. Et là, avant les premières interventions des autorités judiciaires ou sécuritaires, il est difficile de s'aventurer sur la nature réelle de l'événement. Parce que autant il peut s'agir d'actes terroristes, parce que la région des Cascades n'a pas été épargnée par les événements de ce type-là. On a vu déjà des attaques qui ont eu lieu déjà en 2019, surtout. Et est-ce que c'est aussi le fait du grand banditisme? Parce que c'est une région frontalière où il peut donc se dérouler ce type d'événements. Donc je pense qu'il est encore tôt pour nous aventurer. Il faudrait attendre que les autorités judiciaires, après les premières enquêtes, nous disent quelle est la grande orientation. Est-ce qu'il s'agit du banditisme ou est-ce qu'il s'agit du terrorisme? Mais déjà, on peut se dire que il faut déjà faire la corrélation entre cet événement malheureux et puis la situation sécuritaire générale, et qui fait penser aussi que si d'aventure il s'agissait d'une attaque terroriste, cela va compliquer encore notre situation dans la mesure où cette zone est une zone frontalière très éloignée de la capitale. Donc on aura cette situation donc, qui est que l'extrême sud-ouest, Toumousséni, à quelques kilomètres de la frontière avec la Côte d'Ivoire, et Matiakwali de l'autre côté, ça fait déjà une ligne de front très large sur laquelle il va être très difficile pour nos forces de défense et de sécurité de sécuriser l'ensemble du territoire. Donc si on regarde comme ça, les points chauds vont être dispersés sur le territoire, de Toumousséni à Matiakwali, de Tinakov jusqu'au sud derrière Pau. Ça fait un peu augmenter un peu la psychose par rapport à cette question de sécurité. Mais vivement que les autorités nous donnent quelques indications. Plus de précision, le mobile en tout cas du crime n'étant pas encore connu. En tout cas, le corps a été transféré du côté de Ouagadougou, sûrement dans le cadre... Voilà, certainement. On attendra donc de voir. Une semaine d'actualité. C'est aussi l'exécutif burkinabé qui se met à l'école, un séminaire gouvernemental pour permettre aux ministres de bien appréhender leur travail. Les ministres de l'équipe d'Abiré 2 sont à l'école des principes de fonctionnement d'un gouvernement ce lundi 18 janvier. Ils apprennent ainsi comment organiser un travail gouvernemental. Nous avons appris comment il faut établir des rapports en Conseil des ministres. Il faut le savoir, puisque le ministre est un coordonnateur qui a des ressources humaines autour de lui, et qui a une feuille de route, qui a des missions, qui a une administration autour de lui, mais il faut qu'il transforme tout ça en décision. Il y a toute une méthodologie qu'il faut nécessairement connaître. Il y a aussi ces rappels utiles que le président du FASO a souhaité que nous partagions avec l'ensemble des ministres, à savoir le comportement, l'exemplarité, l'efficacité, l'écoute des populations et transformer tout ça en résultat. Ousseini Tamboura rassure, des outils sont également mis en œuvre pour le suivi et évaluation des missions des ministres. Oui, absolument. Il y a un dispositif de suivi du travail des membres du gouvernement. C'est un dispositif qui nous a été également présenté. Et je crois que des indicateurs existent. Vous savez que les archivages, le suivi des décisions qui sont prises, la relation avec les institutions, parce qu'il s'agit aussi pour le gouvernement d'établir des relations avec certaines institutions avec qui nous travaillons. On peut considérer ici, par exemple, qu'avec le Parlement,
dès que les lois sont votées, il faut qu'on s'assure que les textes d'application sont pris. Donc nous avons tout un aéropage d'outils et de dispositifs qui permet de savoir comment travaillent les ministres et si les résultats sont atteints. Avec ce séminaire, la nouvelle équipe de Christophe Dabiré peut aller de façon décontractée à son premier conseil des ministres, prévu mercredi prochain, indique Ouseni Tamboura. Le Conseil des ministres a eu lieu, les premiers pas vers la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Le ministre d'État Zéphirin Diabré a débuté les concertations avec les acteurs. Il était à la Fédération des associations islamiques du Burkina cette semaine. Pour réussir sa mission de réconcilier les Burkinabés, le ministre de la Réconciliation nationale ne veut laisser aucune entité en marge du processus. Zéphirin Diabré est allé solliciter l'accompagnement de la Fédération des associations islamiques du Burkina, car il pense que la réconciliation ne saurait se limiter à une entente entre politiciens. Forcément, les questions politiques seront présentes, mais il y a d'autres questions qui minent la société burkinabé aujourd'hui ou depuis plusieurs années, à la faveur par exemple de l'insécurité et de la présence de nos terroristes. Il y a beaucoup de questions de déchirure sociale que nous vivons. Pendant que vous et moi nous parlons, on a 1,4 million de Burkinabés qui sont déplacés, qui ont été obligés de quitter leur maison, leur champ, leur boutique et qui vivent en exil dans leur propre pays. Et quand ils sont là-bas et que vous et moi nous sommes apparemment insouciants ici à Ouagadougou en train de boire notre bière et nous promener, ils ont le droit de se demander s'ils sont des Burkinabés comme les autres et si nous ne les avons pas oubliés. J'ai rendu visite à une association que vous connaissez bien parce que ceux qui l'animent sont contre la stigmatisation des communautés. Et parfois, certaines communautés burkinabées ont le sentiment, à tort ou à raison, mais c'est le plus important, c'est qu'elles aient le sentiment qu'elles ne sont pas considérées comme étant des Burkinabés. C'est des déchirures sur lesquelles nous devons nous pencher. La FAIB apprécie la démarche et se dit disposée à l'accompagner dans cette mission délicate. C'est une lourde tâche qu'on l'a confiée. Donc d'abord, il faut que tu demandes des bénédictions d'abord avant de commencer son travail. Et vous-même, vous avez su ce qu'il a dit. Il avait des mésententes en justice avec M. Simon. Et lui-même, il a dit que pour être un réconciliateur, il faut que toi-même, tu retires tes plaintes avec d'autres personnes pour pouvoir bien travailler. Donc, au sein de la fédération, en tout cas, nous le remercions beaucoup. Et justement, sur cette mésentente avec Timon Compaoré, Zéphirin Diabré confirme qu'il a bel et bien retiré sa plainte pour détention illégale d'armes. Il estime qu'il serait incohérent de prêcher la réconciliation et dans le même temps être incapable de pardonner. Vous-même, mettez-vous à la place. Comment je peux être en train de parler de la réconciliation des Burkinabés si moi-même je ne suis pas capable de me réconcilier avec quelqu'un avec qui j'ai un différend? Bon, c'est d'abord, comme on dit, pour reprendre l'expression de quelqu'un, la réconciliation, c'est d'abord un état d'esprit. Voilà. Et moi, je suis habité par cet état d'esprit-là. Donc, pour moi et lui, l'incident est clos. Alors, j'entends des commentaires de tout. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Si quelqu'un veut avoir une bagarre avec Simon Compaoré, il n'a qu'à continuer sa bagarre. Mais moi, je ne suis plus dans les bagarres. Je n'ai pas de bagarre. Voilà. Maintenant, voilà. C'est eux qui veulent continuer leur bagarre avec lui. Vraiment, ça ne me regarde pas. Dans la même dynamique, Zéphirin Diabré est aussi disposé à travailler avec ses ex-camarades démissionnaires de l'UPC, Nathanaël Ouedraogo et ses compagnons. Eux qui sont également dans le même état d'esprit. Le ministre de la Réconciliation nationale veut ratisser large. Dans les prochains jours, il rencontrera la Fédération des églises et missions évangéliques. Zéphirin Diabré qui retire sa plainte contre Simon Compaoré. Naturellement, le président du MPP applaudit. Au jour d'aujourd'hui, entre Zéphirin Diabré et Simon Compaoré, nous nous sommes réconciliés. Et Zéphirin m'a dit qu'il retirait sa plainte. Voilà, donc c'est un bon début, puisque c'est lui-là qui a en charge de faire en sorte que la réconciliation progresse. A donné le ton en signant la paix avec moi. On ne peut qu'applaudir. En tout cas, si vous n'applaudissez pas, moi j'applaudis. Voilà. L'UPC et le MPP désormais ensemble. La NAFA, la nouvelle alliance du Faso,
aussi rejoint la majorité présidentielle. C'est la ruée, visiblement, vers la majorité présidentielle. Avec nous, Salam Sawadogo, il est le président du RMB, le Rassemblement des Mains Blanches. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être passé sur le plateau de cette info ce soir. Visiblement, donc, comme je l'ai dit, personne ne veut rester à l'opposition. Je pense, avant tout propos, je vais d'abord saluer BF1 qui me donne cette opportunité de pouvoir m'exprimer ici et aussi déplorer la situation. Donc, vous avez traversé l'incendie et dire que je compatis vraiment à cette situation. En dehors de cela, je pense que l'histoire de la ruée des partis politiques vers la majorité présidentielle confirme que le président Roch-Marc Christian Kaboré est l'idéal, l'homme de la situation pour le Burkina Faso. Ceux qui l'ont combattu auparavant ont compris qu'il faut coopérer avec lui, travailler ensemble pour construire un Burkina d'avenir. Et vous n'avez jamais fait de l'opposition, vous étiez déjà à la majorité, c'est bien ça? Je suis de la majorité présidentielle. Et vous saviez que lorsque nous avions créé le parti, on a réfléchi et vu la situation dans laquelle traversait le Burkina Faso, l'insécurité, l'incivisme et tant d'autres mots, je pense que tout un Burkinabé qui veut construire et qui veut participer à la construction de ce pays doit travailler avec la personne que le peuple burkinabé a donné son mandat légalement. Et c'est cette optique qui nous a amené à nous rallier à la majorité présidentielle. Mais on crée un parti pour briguer la magistrature suprême quand même. Évidemment, mais vous saviez que dans la vie, il faut parfois faire des choix analysés. Et nous avions l'intention de briguer la magistrature suprême, mais je pense que la situation actuelle de notre pays nous amène à nous rassembler. Voilà d'ailleurs quand vous voyez l'arrivée du président Zéphirin Diabré au sein de la majorité présidentielle pour la réconciliation, pourquoi ne pas aussi... Donc c'est pour dire que nous, on a anticipé le pas et nous avions raison aujourd'hui. D'accord. Et vous êtes sorti bredouille des élections couplées, c'est bien ça? Non, nous ne sommes pas sortis bredouille parce que nous avons soutenu le programme d'un candidat qui est le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a été élu et que nous sommes très ravis. Et en dehors de cela, il y a le rassemblement des Mains Blanches. Non, nous ne sommes pas sortis bredouille. Le rassemblement des Mains Blanches s'est fait connaître au Burkina Faso à travers ces 5 provinces dans lesquelles nous sommes présentés. Et nous avons près de 3000 voix. Et je vois des regroupements de partis politiques, de 5, parfois aussi 7 regroupements de partis politiques qui n'ont même pas eu 3000. Donc nous sommes très fiers. Nous avons eu 3500 et quelques voix. Et je suis très ravi. Et je voudrais profiter de l'occasion, remercier les militantes et militants du Rassemblement des Mains Blanches qui m'ont apporté leur confiance et aussi dire que non au président Roch-Marc Christian Kaboré, que non, nous sommes fiers et que nous allons l'accompagner pour qu'on puisse travailler et valoriser encore le Burkina Faso durant ces 5 années. Je dis cela parce qu'il y a Nathanaël Ouedraogo du MODEM, qui est effectivement de la majorité présidentielle également, qui dit qu'un arbre sans fruit, que pour lui, un parti politique qui n'a pas d'élu, c'est comme un arbre sans fruit. C'est ce qu'il dit. Je pense que sa pensée à lui, elle est personnelle, mais je ne peux pas dire que moi, je n'ai pas beaucoup appris et que je n'ai pas gagné durant ces élections. J'ai beaucoup appris en maturité, en expérience. Et l'avenir me dira, je suis jeune, et ce parti est jeune, et ce parti a de l'avenir. Donc moi, et pourquoi ça n'a pas marché pour vous, justement? Quel enseignement vous en tirez? La politique au Burkina Faso est très bizarre et très compliquée. Il s'agit des histoires financières. Donc, nous, avec nos maigres moyens, on a milité, on a combattu de toutes nos forces. Et malheureusement, que nous ne sommes pas rentrés, mais nous sommes très fiers. Et nous savons comment nous en prendre maintenant au peuple burkinabé pour pouvoir avoir des résultats prochainement. Vous parlez de moyens financiers, vous voulez dire? Évidemment, les moyens financiers ont beaucoup joué dans ces élections, même si ça ne se dit pas ou bien ça ne se voit pas. Vous avez vu comment ça s'est passé. Donc, et donc, pour vous, ce sont les moyens financiers qui ont fait élire Roch Kaboré? Non, mais je ne dis pas que c'est les moyens financiers. Vous savez, le Burkina Faso, Roch Kaboré était le président de la situation, l'homme de la situation. Et le peuple burkinabé a choisi d'accompagner le président Roch-Marc Christian pour un nouveau quinquennat. Mais nous, à notre niveau, au niveau des législatives... Vous n'étiez pas l'homme de la situation? Non, nous n'avons pas eu les moyens qu'il faut pour attaquer le terrain. Pour les législatives, ce sont les moyens, mais pour la présidentielle, c'est une question d'homme. Non. J'ai dit, nous avions là 2 situations différentes. Un président qui est candidat et que tout le peuple burkinabé voit son avenir. Et nous sommes là face à des candidats au niveau de législatif et que chacun doit, même les moyens pour se déplacer, les moyens pour affronter la situation, les moyens pour organiser des meetings et autres, là, ça joue aussi un rôle. Mais je pense que l'avenir nous dira que nous avions appris et nous saurons comment nous en prendre pour préparer encore les échéances à venir, les municipales qui s'annoncent déjà. Et quelle appréciation vous faites de la nouvelle majorité présidentielle, justement? Je pense que c'est bien parce que le président
aura avec lui un grand regroupement de partis politiques qui ont décidé de l'accompagner et qu'il saura comment vraiment manager tous ces partis qui sont arrivés en tant qu'ancien homme politique et homme pétri d'expérience et de talent en termes de politique. Donc, pour nous, c'est une fierté, mais je pense que nous ne serons pas aussi lésés parce que nous avons cru en lui, au président Roch-Marc Christian Kaboré, avant que ces partis arrivent, et nous sommes prêts aussi à... Ce sont de gros poissons qui arrivent, ils vous font de l'ombre, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous avions l'avenir devant nous, et puis ces partis aussi qui sont arrivés et qui veulent apporter leur plus au développement de ce pays, c'est leur devoir et c'est leur droit aussi de le faire. Chaque Burkinabé doit participer à la construction de cette nation. Mais on sait aussi que quand on soutient le président, quelque part aussi en retour, on se dit qu'on a droit à sa part du gâteau, hein, entre griffes. Est-ce qu'avec l'arrivée de l'UPC et d'autres forces politiques comme la NAFA, est-ce que ça ne fait pas de l'ombre à des partis comme les vôtres, le MRB? Non, le RMB. Au fait, ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de m'amener à vouloir dire que le rassemblement des mains blanches n'est pas un parti qui n'a pas de... Non, nous, on a une conviction, on a de l'avenir, et puis nous pensons que le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui est un homme pétri d'expérience politique, pourra nous manager et nous rassembler, mais nous faire de l'ombre, non. Chacun aura sa part de contribution dans le cadre du développement de notre nation, et le président Roch-Marc Christian Kaboré en sait, et il est conscient qu'il faut coopérer avec tout le monde. Et voilà pourquoi moi je crois en lui, et je pense qu'il faut encore toujours espérer qu'ensemble nous pourrons construire un Burkina Faso. Vous pensez que là, il aura une majorité homogène? Oui, bien sûr, parce que vous savez, en politique, il y a des calculs qui sont là, mais il faut aussi penser à l'avenir surtout. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec l'esprit que non, des partis seront légers ou des partis seront sous l'ombre. Tous les partis ont leur rôle à jouer, vous voulez dire? Chaque parti a son rôle à jouer au sein de cette majorité et apporter sa pierre à l'édifice de notre nation. Et le RMB compte jouer justement sa partition. Évidemment. Justement. Et le gouvernement, le nouveau gouvernement, justement, et les défis du nouveau quinquennat, comment vous voyez? Est-ce que c'est un gouvernement qui est en phase avec les défis du moment? Je pense que ce gouvernement a été tellement réfléchi et mûri avant que nous puissions savoir ceux qui vont présider, qui vont animer le gouvernement dans notre pays pour quelques minutes. Mais je pense aussi que la jeunesse pour moi, qui est la relève, qui doit prendre le destin du Burkina Faso, l'avenir du Burkina Faso de demain, a été quelque part oublié. Mais nous faisons confiance à ceux qui ont été choisis pour accompagner le Burkina Faso vers le développement. Et nous les encourageons, nous les félicitons et nous sommes prêts à les accompagner. Le Rassemblement des Mains Blanches est prêt à les accompagner pour que nous puissions construire un Burkina meilleur. Vous voulez dire qu'il y a peu de jeunes au sein de ce gouvernement? C'est votre regret? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de jeunes, mais je dis la jeunesse burkinabé qui a été activement engagée et très homogène au sein de... C'est-à-dire cette jeunesse burkinabé qui a, depuis 2014, fait valoir ses engagements pour la paix, la cohésion sociale, le développement et l'émergence de ce pays, et aussi l'alternance, n'ont pas été vraiment prises en compte, si je veux bien dire, mais nous pensons que son Excellence, Monsieur le Président Roch-Marc Christian Kaboré, qui est un homme d'écoute, comprendra qu'il faut aussi savoir et comprendre qu'il faut impliquer la jeunesse désormais pour qu'ensemble nous puissions travailler afin qu'ils puissent nous céder la passe décisive que nous avons tellement attendue, même si en politique il n'y a pas de passe décisive. Et dans le cas contraire, nous prendrons aussi acte, la jeunesse aussi prendra acte. Et vous attendez la passe décisive pour marquer le but. Hein, donc, mais je dis, mais même si en politique il n'y a pas de passe décisive, nous prenons acte et puis on se préparera en conséquence. Okay. Et parmi les défis majeurs, on l'a dit, la réconciliation nationale, la cohésion sociale. Pour ce défi-là, c'est Zéphirin Diabré, une figure emblématique de l'opposition politique qui a été nommée pour ce poste. Vous pensez qu'il a toutes les chances de réussir cette mission? M. Zéphirin Diabré est un homme pétri d'expérience, un homme qui a combattu pendant 5 ans son Excellence, M. le Président Roch-Marc Christian Kaboré, mais qui a aujourd'hui compris qu'il faut ensemble construire un Burkina de paix, un Burkina d'avenir. Et je lui fais confiance. C'est un homme
qui va travailler avec tout le monde. Et le Rassemblement des Mains Blanches est un parti ouvert. D'ailleurs, nous avons beaucoup travaillé pour la réconciliation, le développement et la cohésion sociale. Et je pense qu'il va s'ouvrir et que la réconciliation ne sera pas seulement une réconciliation entre hommes politiques. Et déjà, j'ai vu son interview tout à l'heure par rapport à sa rencontre avec les musulmans. J'espère qu'il élargira énormément aussi des rencontres avec plusieurs d'autres identités de Burkinabé. Et nous allons l'accompagner toutefois pour que le Burkina Faso puisse se retrouver sur de bonnes bases. C'est un processus qui est donc engagé. Siaka Coulibaly, les premiers pas vers cette réconciliation, cette cohésion sociale, vous trouvez que ce sont les bons pas pour les premiers pas? On l'a vu déjà, cette tournée de concertation, le SIX qui est après la FIB, on en est après la Fédération des Églises et Missions évangéliques pour la semaine qui commence dès demain lundi. Et puis une série de rencontres comme ça, on pourrait dire c'est du déjà vu, non? C'est du classique en pareille circonstance, où vous pensez que c'est véritablement la bonne approche? Oui, sur la question des premiers pas de la politique de réconciliation nationale et de cohésion sociale, je veux retenir quelques éléments à partir de tout ce que vous avez déjà exposé là. D'abord, les rencontres, de ma perspective, démontrent que Zéphirin Diabré est en train d'exposer sa méthodologie, c'est-à-dire qu'au lieu de concevoir une stratégie de réconciliation qui va être partagée par la suite ou remise au chef de l'État, il veut démontrer avec ces rencontres que déjà la conception même de la stratégie est participative. C'est-à-dire que les groupes qui sont rencontrés contribuent directement à la formulation de cette stratégie-là. La stratégie et le contenu. Et le contenu, et l'essence de la réconciliation. Donc, c'est déjà un signal qui est donné de cette façon-là. Le deuxième élément, c'est la réconciliation avec Simon Compaoré. Lui-même, il a donné sa vision des choses. Monsieur Simon Compaoré, le camarade Simon Compaoré aussi s'est exprimé. Mais ce qu'il faut voir là, c'est qu'il est quasiment impossible qu'un ministre d'État, avec le niveau qu'il occupe, ne peut pas avancer dans sa tâche, tout en étant en contradiction avec le président du parti majoritaire au Parlement. Donc, d'un point de vue fonctionnel, il fallait régler cette question-là. Donc, au-delà de l'aspect humain qui est à retenir, c'est vrai, parce que cette dimension joue sur le contenu de la réconciliation, il y a aussi l'aspect fonctionnel qui fait que ce n'est pas possible. Parce que de quand vite fait de voir déjà là des signes qu'on est en train de vouloir sacrifier la justice. Comme je l'ai dit, il y a cette nécessité fonctionnelle de régler ces différends qui, à mon sens, n'étaient peut-être pas très importants, mais ce sont aussi des signaux. Pour le contenu de la réconciliation, il faut que le temps nous permette par la suite d'expliquer quel est le champ de cette réconciliation qui porte sur beaucoup de situations. On a parlé ici du classique, c'est-à-dire rencontrer les groupes, mais en réalité, il n'y a pas de classique pour notre réconciliation, puisqu'on n'a pas encore engagé cette réconciliation nationale-là. Elle est toute nouvelle, et donc la méthodologie est en train d'être construite en même temps. Pour la participation des questions purement politiques ou même partisanes, il faut dire qu'il y a plusieurs champs qui seront traités par la réconciliation nationale. Ça, c'est ma perspective de cette question-là, y compris la question politique, parce qu'elle est aussi celle qui détient une grande partie donc, du climat politique national, de l'ambiance générale, et même cette question de la sécurité. Beaucoup pensent que la désunion de la classe politique, la désunion des fils et des filles du Burkina Faso facilite le travail donc, de ceux qui déstabilisent le pays. Et comme on le voit, les questions de sécurité ne sont pas du tout derrière nous. Elles sont encore là, on l'a vu récemment avec cette triste affaire de l'assassinat de l'abbé. Donc, c'est pour dire qu'au moins, il faut créer une sorte d'homogénéité dans les forces qui travaillent dans un même sens, plutôt que
non seulement on aura l'insécurité, enfin les terroristes et les groupes armés qui attaquent d'un côté, et qu'à l'intérieur aussi, il n'y ait pas de cohésion entre les acteurs qui peuvent se mettre ensemble. C'est pour ça qu'il faut voir que les questions politiciennes seront là, dans la réconciliation, mais au-delà, il faut d'abord qu'on dépasse ces divergences pour pouvoir aller sur le fond. C'est pour ça que les questions politiciennes vont venir peut-être en premier lieu, mais c'est là qui va permettre de passer le cap pour aller sur les questions de fond, qui sont la question donc de la cohésion sociale, la coexistence des groupes différents, etc., etc. La question de la conception de l'État, qu'est-ce que nous entendons par État, quel est le lien entre les individus et la collectivité État, etc., etc. Donc pour atteindre ces grandes questions, il faut déjà une harmonie, il faut déjà s'entendre sur la méthodologie. C'est pour ça que certaines questions comme l'harmonisation des liens entre le ministre d'État et le président du parti majoritaire viennent aussi rapidement. Harmoniser les liens déjà entre personnes, c'est peut-être de petits gestes pour aller vers cette réconciliation et cette cohésion sociale, des gestes, mais peut-être c'est symbolique, mais ça a tout son sens, certainement. Ça commence déjà par cette harmonie, cette réconciliation au sein de la majorité présidentielle, parce qu'on le sait, au-delà de Simon Compaoré, c'est aussi ses anciens camarades de l'UPC, regroupés aujourd'hui au sein du MODEM et du parti de Daouda Simboro, mais c'est aussi ses anciens camarades dans le cadre de la lutte contre la modification de l'article 37, des camarades de l'opposition comme l'UNIPS et Maître Sankara à l'époque, critiqués également pour avoir rejoint la majorité. Donc c'est d'abord une réconciliation peut-être entre partis de la majorité présidentielle. Non, je pense que le cas n'est pas ce que nous pensions, ce que vous pensiez, mais chaque Burkinabé, comme je dis, doit apporter sa part de contribution pour que nous puissions avoir un Burkina Faso uni et rassemblé. Et là, M. Zéphirin Diabré, en tant que ministre d'État, ministre chargé de la réconciliation, lui a fait un premier pas en disant que non, il ne faudrait pas qu'il y ait des litiges entre Burkinabés. Et lui, il commence à retirer sa plainte. C'est sa stratégie à lui et je loue aussi l'initiative. Mais je pense que ça ne doit pas se limiter politiquement. Et dorénavant, d'ores et déjà aussi, il y a les partis politiques de la majorité qui sont ensemble et qui doivent travailler pour que le Burkina Faso puisse être uni. Donc, Zéphirin Diabré... Ça veut dire que le soutien doit venir d'abord de ces partis politiques de la majorité. Évidemment, mais je pense que l'initiative que Zéphirin Diabré a entreprise aussi n'est pas mauvaise. Le fait de se réconcilier avec... Est-ce que les partis politiques de la majorité déjà regardent dans la même direction sur cette question de réconciliation et de cohésion? Parce qu'on a vu récemment aussi cette sortie de Émile Paré, du MPP, qui semble ne pas être en accord avec cette vision des choses. Vous savez, je pense qu'il n'y a pas matière à parler de réconciliation. Vous savez, chaque politique a sa vision et sa façon de voir les choses. Moi, particulièrement, je pense qu'il faut accompagner, il faut croire en Zéphirin Diabré et il faut prospérer sur ce sens-là pour que le Burkina Faso puisse se réconcilier. C'est vraiment quelque chose de très fondamental, vu la situation dans laquelle nous avons traversé durant ces quelques années. Donc, moi, je pense qu'il faut accompagner et louer, au lieu de peut-être pessimiser la chose. Oui, dans les brancards. Seka Koulibaly, cette nouvelle configuration de la majorité présidentielle, visiblement, l'arrivée de l'UPC ne semble pas forcément plaire à certains membres, justement, de la majorité présidentielle. Oui, on peut trouver l'expression de certaines sensibilités au sein de la majorité qui, naturellement, sont restées figées sur les 5 années passées où ils ont croisé le fer avec le chef de file de l'opposition sortant, qui est aujourd'hui membre de la majorité présidentielle. Donc, c'est tout à fait normal qu'au début du processus, il y ait donc ces expressions-là. Mais en même temps, moi, je pense que le fait de s'exprimer sur ces questions est déjà important parce que ça participe du processus de la réconciliation. Comme vous le savez, l'approche la plus connue, c'est le triptyque vérité, justice, réconciliation. Donc, lorsque les gens expriment donc leur vision de la question, c'est déjà des éléments qu'il faut capturer et les jeter dans le bassin de la réconciliation et traiter ces éléments-là. Donc pour moi, il n'y a pas du tout matière à paniquer sur le fait que
des divergences s'expriment même au sein donc, de la majorité, parce que on parle de la majorité, mais on va aller dans toutes les composantes de la société burkinabé. Donc, c'est clair qu'on va trouver pas mal de divergences, pas mal même de contradictions, et qu'il va falloir les collecter et les mettre dans un moule, les traiter, afin de sortir quelques éléments où on est d'accord, quelques points sur lesquels on sera d'accord. La majorité, justement, qui ne fait que grossir, elle risque de s'exploser finalement. L'ANAFA vient de rejoindre après l'UPC. Oui, j'ai entendu parler des ruées, mais je crois que jusque-là, il ne s'agit pas encore d'une ruée, dans la mesure où il ne s'agit que de deux partis qui ont passé le cap. Il y a aussi le MODEM qui est... Le MODEM y était déjà avant même l'élection. Avant les élections, mais voilà. On est toujours dans la même période, hein, c'est la même vague, il y a juste quelques mois. Il y a aussi le parti de Daouda Simboro. Oui. Moi, je retiens notamment l'entrée de Zéphirin Diabré et de l'UPC parce que c'est le plus significatif des ralliements. Pour dire que dans ces cas précis, pour moi, la raison de l'adhésion de Zéphirin et de l'UPC sont largement valables parce que la matière qu'ils vont avoir en charge dans le gouvernement est suffisamment importante, suffisamment sensible pour faire ces mouvements vers la majorité présidentielle. S'il s'agit que de la question de la réconciliation, je pense que c'était justifié que l'UPC rejoigne la majorité. Ça aurait été différent, et peut-être que j'aurais eu une autre appréciation de ces ralliements, s'ils étaient rentrés pour occuper un ministère de gestion, comme la finance ou éducation. Là, on aurait vu que c'était un ralliement à la politique du président Kaboré sur des questions de gestion courante où on a déjà vu ses orientations. Mais la question de la réconciliation, même si c'est endossé par le chef de l'État actuel réélu, c'est une question qui est au-delà. Voilà, c'est au-delà donc de ces programmes purement. D'autant plus que presque tous les candidats en ont parlé. Donc on a vu ici les 13 candidats ont parlé de la réconciliation. Et pourquoi le chef de l'État a endossé la question de la réconciliation maintenant? Vous savez que c'est lui qui reçoit un ensemble donc d'informations, de sondages, d'enquêtes qui sont réalisées auprès de la population. Il a dû se rendre compte que la question de la réconciliation venait en tête des préoccupations des Burkinabés. Si bien qu'en bon politicien, il a endossé la question et il a inclus dans son programme et aussi dans les orientations de son nouveau quinquennat. Donc je pense que cette reconnaissance par le chef de l'État, c'est une mise en phase entre le premier responsable politique du pays et une bonne partie de l'opinion nationale, si bien que l'UPC a aussi fait partie de ce mouvement général vers la réconciliation, vers une autre façon d'organiser la politique dans notre pays. Souhaitons que grand bien lui fasse et qu'il réussisse sa mission, et on verra bien quels sont les bienfaits qui vont en être tirés. On verra bien. Alors, M. Savadogo, on a beaucoup reproché à la majorité présidentielle pendant le premier quinquennat de n'avoir pas assez fait. On ne l'a pas senti suffisamment dynamique autour du président du Faso. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que déjà pour ce dernier quinquennat, on va changer l'approche? Nous pensons que nous avions une équipe très dynamique qui est là, coordonnée par le ministre d'État jusqu'à présent, Clément Pengrendi Savadogo, qui est un homme aussi très dynamique et qui a tout fait pour que nous puissions travailler auprès de son Excellence, Monsieur le Président Kaboré. Voilà les résultats qui sont là, le coup KO. Donc, je pense que ce que vous avez posé comme question ne répond pas à la réalité de ce que nous avions posé comme acte. Oui, il y a l'accompagnement pour l'élection, mais après, pendant les 5 ans, par moment, on a pensé sur les chantiers de développement. Le président a essuyé de vives critiques pendant les 5 ans, mais on a vu très peu la majorité présidentielle monter au créneau pour défendre véritablement l'action gouvernementale. On a vu quelques individualités, par moment le parti au pouvoir, le MPP, de façon individuelle, par moment l'UNIPS avec Maître Sankara qui montait au créneau, mais pour le reste, on n'a pas vu véritablement cette solidarité au niveau de la majorité présidentielle qui a fait bloc pour défendre le président durant le quinquennat passé.
Nous avions grandi en maturité à travers ces 5 années et nous allons profiter de ces occasions pour encore exploiter positivement et accompagner le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré durant ces 5 ans. Parce que c'est un devoir de tout un chacun qui est affilié à la majorité d'apporter sa pierre de construction pour que nous puissions sortir de là avec beaucoup de victoires. Et nous allons travailler, je vous rassure que le coordinateur qui est jusqu'à présent, Climat Pegdouende, va d'ici là peut-être mettre un programme en place et que nous allons peut-être tirer les leçons sur les failles dont vous êtes en train de citer et aussi apporter un plus à son Excellence, Monsieur le Président Roch-Marc Christian Kaboré. Et nous savions que vous êtes en train de citer des partis qui sont comme l'UNIR-PS. Nous sommes des jeunes partis, on peut pas... On a des défis politiques à se faire, mais ces choses que vous parlez, ça nécessite vraiment des moyens. Et je pense que le moyen nécessaire sera mis en place. La majorité n'a pas toujours eu les moyens de sa politique, visiblement. Je dis, nous sommes des jeunes partis et nous pensons que c'est que vous êtes en train d'attirer l'attention de notre champion pour qu'il puisse mettre également les moyens. Pour que même pour les petits partis que vous êtes, disons entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de parti qui est plus grand que l'autre, mais vous avez tous besoin de moyens pour accompagner le président. Voilà, donc quand vous voyez des partis qui ont des députés à l'Assemblée nationale, qui ont des postes d'ambassadeur ou des postes de ministre, ça ne peut pas être équivalent à un parti qui vient de naître et qui n'a pas d'élu, donc il se retrouve vraiment portefeuille ministériel. Voilà. D'accord, on verra donc, on attendra de voir justement. La renaissance pour le parc animalier de Zinyaré. Grâce à une association, les animaux ont retrouvé une nouvelle vie pour le bonheur des visiteurs. Voici ce à quoi ressemblaient les lions du parc animalier de Zinyaré il y a environ 1 an. Des bêtes qui faisaient l'attraction de ce site touristique amaigries et affaiblies par la faim, la peau presque sur les os. Leur jour était même compté. Je pense que si on avait mis 2-3 semaines de plus avant de venir, on en aurait perdu 2. 2 sur les 4, voire même 3. La prise en charge s'est donc faite in extremis, avec un suivi régulier dans l'alimentation et les soins pendant 1 année. Les 4 lions ont changé d'apparence. Ils reviennent de loin. Une action salvatrice à mettre à l'actif de l'Association pour la protection de la faune et de la flore, qui s'est sentie interpellée par la situation difficile à laquelle ces animaux étaient confrontés. Depuis la chute de l'ancien président Blaise Compaoré, la mairie de Zinyaré avait du mal à les entretenir. Quand on est arrivé au début, nous n'avions aucun contact avec les propriétaires de ce parc. Nous sommes venus, comme je l'ai dit, de façon bénévole. Nous ne nous attendions pas à être là aussi longtemps. Au fur et à mesure que les mois sont passés, que nous avons commencé à voir l'intérêt que ce parc générait au sein de la population et au sein de la population internationale également, nous nous sommes dit qu'il fallait que nous poussions le projet plus loin. Et c'est à partir de là que nous avons contacté la famille, les propriétaires, la famille Compaoré. Voilà, ça s'est fait très simplement. On leur a expliqué notre projet. Ils ont vu que nous étions transparents, complètement apolitiques. Et je pense qu'ils ont décidé de nous faire confiance. Une confiance des propriétaires et un soutien des partenaires qui a permis à l'association de réhabiliter ce parc et prendre sa gestion, même s'il demeure la propriété de la famille Compaoré. Le site a même été rebaptisé Sanctuaire animalier de Zinyaré et rouvert au public. Des dizaines de visiteurs ont fait le déplacement. Certains sont heureux d'avoir vu les animaux qui ont survécu. J'avais eu l'occasion de voir ça au niveau de Banguego, mais c'est quand j'étais petit, ça fait très longtemps. Donc revoir ça aujourd'hui, c'est très intéressant. J'avais pas l'occasion d'être si proche des hippopotames. C'est une première fois pour moi. Je suis vraiment ravie. Hormis les hippopotames et les lions, il y a aussi des tortues, des singes, une hyène et surtout des autruches. Certaines espèces ont été offertes par des particuliers. Des animaux qu'il faut continuer d'entretenir. Un véritable défi. On est à peu près à 180 000 francs CFA par semaine pour les 4 lionnes et en comptant la hyène. Donc ça fait 4 carnivores. 180 000, c'est à peu près 7 kilos par lionne chaque fois qu'on vient au parc. Donc on vient au parc 3 fois par semaine. Donc faites le calcul.
Il faut qu'elles aient à peu près entre 20 et 30 kilos de viande chacune par semaine pour être en forme, hein. Après, on pourrait leur donner moins, mais elles vont être un peu amaigries, un peu plus agressives. Au début du projet, l'association a d'abord fonctionné sur fonds propres, avant le soutien de ses amis. Elle compte aussi sur ses partenaires et la billetterie pour le fonctionnement du sanctuaire, désormais officiellement rouvert au public. Salam Savadogo, président du RMB, le Rassemblement des Mains Blanches, va nous quitter. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je voudrais profiter de l'occasion remercier les militants et militantes du Rassemblement des Mains Blanches qui ont apporté leur voix au parti lors des élections législatives précédentes et aussi leur dire de rester toujours serein pour que nous puissions affronter les échéances à venir. Donc je voudrais aussi encore remercier la chaîne, l'une des plus belles bandes de radio-télévisée du Burkina Faso qui est BF1 qui me donne cette opportunité de pouvoir m'exprimer. Merci, c'est un plaisir. Merci. À très bientôt, on vous retrouvera pour d'autres occasions. Merci. Merci. Vous restez avec nous. La Renaissance, on en a parlé tout à l'heure du parc animalier, et puis nous parlons aussi de culture. Avec la compagnie Auguste Bienvenue, elle porte en ce moment un projet dénommé Engagement féminin. De quoi s'agit-il? Eh bien, Bienvenue, Basier de la compagnie Auguste Bienvenue, il est chorégraphe, danseur, il est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Engagement féminin, c'est un projet qui a déjà commencé, hein? Oui, c'est un projet qui est à sa 12e édition. Et Engagement féminin, c'est un cadre de formation et laboratoire en danse contemporaine et qui accueille chaque année des danseuses d'Afrique qui viennent se former auprès de chorégraphes, en tout cas expérimentés, qui partagent leur expérience avec elles. Donc une façon de s'outiller en tout cas pour, avec le temps, se professionnaliser. Concrètement, engagement féminin, c'est quoi? Mais comme je dis, ce sont des formations en danse contemporaine, mais aussi on l'ouvre à d'autres, à l'administration culturelle, qui est vraiment un aspect qui accompagne beaucoup la carrière de l'artiste, comment il peut mieux s'organiser, organiser sa carrière, mais aussi créer une visibilité, une bonne visibilité sur le travail qu'il développe en compagnie, mais aussi voilà, en tant que danseur. Comme son nom le dit, c'est un projet destiné aux femmes, c'est bien ça? C'est un projet destiné aux femmes et c'est parti du constat qu'il y a une faible présence en fait, des danseuses sur les plateaux. Quand on regarde les propositions de pièces chorégraphiques qui sont créées ici au Burkina Faso, mais aussi on fait le constat sur d'autres pays d'Afrique. Et donc, partant de ce constat, on s'est dit qu'il y avait peut-être besoin de créer un cadre, en tout cas pour soutenir celles qui ont besoin de se professionnaliser, de se former, s'outiller, en tout cas auprès de personnes expérimentées. Et donc, chaque année, on lance un appel à candidature et nous retenons 20 danseuses du continent africain qui viennent. Ce ne sont pas que des Burkinabés? Ce ne sont pas que des Burkinabés. Cette année, nous accueillons 6 pays, donc, notamment la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo, le Ghana. Il y a l'île Comore aussi qui est là, le Mali, j'ai cité. Et selon les années, en fait, un vrai brassage, hein? Un vrai brassage. Et pour nous, c'est aussi créer ces rencontres-là, permettre en tout cas aux unes ou aux autres de bénéficier de l'expérience, en tout cas, des danseurs qui viennent d'autres pays, puisque nous n'avons pas forcément les mêmes réalités. Et nous créons des cadres d'échange. Et hier, nous étions du côté de l'Institut Goethe autour d'un panel qui, justement, réunissait 4 danseuses pour parler, en tout cas, de leur expérience. Mais aussi pas danseuses, on a aussi ouvert à des comédiennes. Il y avait Doxy Nyoula, qui porte son projet de lieu, projet de compagnie aussi, qui est comédienne, humoriste. Et il y a Safoura Kaboré aussi que nous avons invité, qui sont aussi des femmes qui portent des projets, mais dans le domaine du théâtre, pour partager leur expérience. Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent dans le port de leur projet, donc en tant que femmes? Est-ce qu'il y a des freins? Quels sont liés à la condition féminine, par exemple? Voilà. Est-ce que dans ce cadre de ce projet, vous en rencontrez justement des difficultés liées à la condition féminine?
Des difficultés, nous questionnons, en tout cas on pose le cadre et lors d'engagement féminin, effectivement, nous posons des questions. Donc voilà, et puis avec les unes et les autres, on essaie effectivement de répondre avec l'expérience des unes et des autres. Donc ça permet en tout cas de solutionner, en tout cas, ou en tout cas d'encourager celles, par exemple, qui n'avaient pas suffisamment de force pour, en tout cas, continuer leur carrière. On sait qu'il y a pas mal de préjugés sur ce métier que nous menons, de façon générale sur le métier d'artiste, mais en particulier, la danse, quand même, c'est un travail qui demande beaucoup d'exigences, beaucoup d'organisation. Et donc il faut s'outiller, il faut aller se former et puis comprendre comment ça fonctionne pour, en tout cas, espérer porter des projets durables. Et ça nous amène où, généralement, cet engagement féminin, depuis que vous avez commencé ce projet, généralement, oui, les produits finis, comment Donc il y a le volet formation, mais aussi on donne l'occasion à celles qui portent des projets, en tout cas, de rentrer en résidence de création, donc de réaliser des pièces qui, après, sont diffusées ici, mais aussi à l'international. Donc c'est pour nous une façon, en tout cas, d'entamer en tout cas tout un processus, donc de passer de la formation à la création, de la création à la diffusion. Donc c'est une chaîne. C'est tout un laboratoire. Un laboratoire. Et comme je disais aussi, cet ensemble doit être accompagné par un travail administratif qui est aussi important. Très important. Il y a le plateau, mais il y a aussi vraiment tout le... C'est parfois le gros souci, l'administration culturelle pour les projets, justement. C'est un travail important, essentiel, en tout cas pour la visibilité et pour la bonne marche, en tout cas, du travail de l'artiste. On sait aussi que la réalité, c'est que dans ce contexte de Covid-19, ce n'est pas toujours évident de mener à bien les projets culturels. Comment ça se passe avec l'engagement citoyen dans ce contexte-là? Il faut dire qu'avec la situation sanitaire, c'est vrai que beaucoup de salles sont fermées. En tout cas, on fermait les portes ou travaillent différemment. Donc, il y a pas mal de diffusion d'œuvres chorégraphiques sur Internet, mais aussi sur des chaînes de télévision. Et c'est vrai que notre art, c'est du vivant. Donc, c'est vraiment au plateau une invitation du public sur un instant, en tout cas sur la durée du spectacle, et nous le présentons. Et ça, c'est vraiment un coup dur pour le travail que nous faisons, parce qu'il y a un arrêt total, en tout cas, de l'activité, on va dire, même si, heureusement, nous pouvons continuer à donner des formations comme engagement féminin, qui a aussi rencontre des difficultés, puisque les danseuses viennent d'autres pays. On sait qu'aujourd'hui, on a pas mal de difficultés pour traverser les frontières, etc. En tout cas, on félicite en tout cas les unes et les autres qui ont pu faire le déplacement. On a 10 danseuses qui n'ont pas pu effectivement se déplacer à Ouagadougou pour en tout cas vivre cet événement-là avec nous. Et ce que je voulais dire aussi sur l'autre coup dur, c'est que on sait que l'Europe est beaucoup touchée par cette situation sanitaire, et pour la danse, nous exportons beaucoup. C'est un marché. C'est un marché donc international. C'est beaucoup une diffusion à l'international. Et donc, du coup, on a un marché qui est complètement à l'arrêt. C'est pas simple, justement. C'est vrai qu'il y a quelques mois de cela, on a reçu également votre collègue Serge Aimé Koulibaly, qui nous faisait le point justement de l'impact sur ces activités. On avoue que c'est pas si simple pour vous. C'est beaucoup de dates annulées. On imagine que est-ce que dans tout ça, vous avez aujourd'hui l'accompagnement de l'autorité en charge de la culture, par exemple, dans le cadre d'engagement citoyen, par exemple? Cette année, nous n'avons pas bénéficié de soutien de notre ministère. Et aussi, nous avons en tout cas des partenaires internationaux qui soutiennent. Nous avons aussi le CDC La Termitière, qui est
le lieu qui accueille Engagement Féminin depuis la première édition en 2008 et qui continue en tout cas de soutenir ce projet-là. Et puis voilà, le Théâtre Soleil aussi, qui sont des lieux qui nous accompagnent. Mais il faut dire que voilà, il y a des soutiens, donc aujourd'hui des dispositifs qui existent d'accompagnement de projets qui existent au niveau du ministère, où il faut déposer un dossier pour, voilà, une fois le dossier sélectionné, on peut en tout cas prétendre à un soutien financier pour la réalisation de son projet. Bon, malheureusement, notre projet n'a pas été retenu et soutenu, mais voilà, nous continuons en tout cas avec d'autres partenaires. L'engagement se poursuit. L'engagement se poursuit, on ne lâche pas, on continue. Différemment, sous d'autres formes en fait. Voilà. C'est ça aussi la résilience. Hein? L'engagement qui se poursuit au féminin. Donc, on est en fin d'entretien. Et le projet est à quelle étape aujourd'hui? Ben, nous avons créé, dans le cadre d'engagement féminin, nous avons créé plusieurs spectacles qui ont tourné, comme je disais, à l'international. Dans le cadre du 10e anniversaire, donc en 2018, nous avons créé un spectacle qui s'appelle Les Vivants, avec 7 danseuses, qui a tourné en France. Et maintenant, nous sommes en train de mettre en place un réseau qui s'appelle Réseau Engagement Féminin, donc qui va en tout cas permettre à des danseuses, les anciennes danseuses d'engagement féminin, de réfléchir à une façon de continuer en tout cas à mener les activités, de se rencontrer et de soutenir en tout cas soutenir les différents projets qui existent. Il y a le Ghana, donc avec Sena Abigail, qui est directrice au niveau de l'Université du Ghana, Pôle Danse, avec Sikota Germaine et Siomlé au Togo, qui porte un festival qui a sa 2e édition cette année, d'ailleurs qui avait invité les Vivants, le spectacle au Togo. On a Aminata Traoré donc à Côte d'Ivoire, on a Bagayoko, Fatmata Bagayoko au Mali, qui travaille aussi avec des femmes, encourager en tout cas des jeunes filles à s'engager durablement, à se former en danse. Donc voilà, ces projets-là en tout cas que nous sommes en train en tout cas de mettre en place, ce réseau-là pour dynamiser en tout cas et encourager et espérer en tout cas avoir une présence égale, on va dire, ou en tout cas une forte présence féminine dans la création contemporaine chorégraphique. Voilà. Très important justement, parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est une discipline aussi qui nous vaut beaucoup de lauriers et qui vont le Burkina. Vous êtes des ambassadeurs, ça il faut le dire, parce que quand on parle de culture, on a tendance à tout ramener à la musique. Et pourtant, il y a la danse contemporaine également qui tourne beaucoup et qui ne fait pas beaucoup de bruit, hein, visiblement. Oui, je pense qu'on doit en faire un peu plus, c'est important. Mais c'est vrai que c'est une discipline qui présente en tout cas, qui est très reconnue à l'international. Donc en tout cas qui présente une bonne image du Burkina Faso à l'international et qui joue dans des vraies salles, des salles vraiment équipées et avec les compagnies font beaucoup de dates. Oui, beaucoup de dates. Et c'est vraiment on crée aussi de la... C'est une industrie qui rapporte des devises au Burkina. Merci. Bienvenue Bazier. Je rappelle que vous êtes chorégraphe, danseur et co-initiateur du projet Engagement Féminin. Merci d'être passé dans cette info ce soir. C'est moi qui vous remercie et peut-être inviter le public ouagalais à voir la restitution d'Engagement Féminin les 29 et 30 janvier du côté du CDC La Termitière. Les 29 et 30 janvier au CDC La Termitière pour voir le fruit de cet engagement féminin 2021, c'est ça, 21, c'est bien ça. Oui. Merci encore. Donc rendez-vous les 29 et 30 janvier au niveau donc, du CDC La Termitière. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Merci. On reste avec justement pour ce dernier élément, nous parlons du nouveau visage de la ville de Ouagadougou. Architecture, couleur, tout change et c'est beau. Lorsqu'on circule dans Ouagadougou, il ne passe pas inaperçu. Les immeubles,
Les grands bâtiments, qu'ils soient publics ou privés ou encore qu'il s'agisse des domiciles personnels, Ouagadougou a littéralement changé de visage sur le plan des infrastructures immobilières ces 20 dernières années, aussi bien qualitativement que quantitativement. C'est du moins l'avis de certains Ouagalais qui ont assisté à l'évolution de la capitale sur ces 2 dernières décennies. Ces 20 dernières années, nous voyons beaucoup d'infrastructures dans la ville de Ouagadougou, et des infrastructures modernes et des infrastructures en hauteur et de très bonne qualité. Par rapport à il y a 20 ans, le changement est très notoire. Oui. Les particuliers qui sont un peu aisés, ils adoptent une architecture moderne, c'est-à-dire ce n'est plus les constructions qu'on avait dans les années précédentes. C'est-à-dire les 2 chambres salons, 3 chambres salons, tout ça c'est fini. Maintenant c'est devenu des grands bâtiments avec des formes, des architectures complexes. Vous allez voir, ils vont faire un bâtiment avec une forme bizarre, c'est abstrait. En fait c'est abstrait et c'est joli, c'est attrayant à la fois. Et parlant d'architecture, là aussi les goûts des Burkinabés ont évolué selon les professionnels du bâtiment. Fabien Ouedraogo est le président de l'Ordre des architectes du Burkina. Il estime qu'ils sont de plus en plus sollicités. Sur pas mal de projets, on sent qu'il y a une touche d'architecte, une touche d'artiste quand même dans les projets. Ça veut dire que les gens viennent de plus en plus vers nous. Alors, comment peut-on expliquer ce goût des Burkinabés, désormais plus prononcé pour les constructions plus modernes, avec des formes plus fluides et plus épurées? Beaucoup voyagent, ils voient ce qui se passe à l'extérieur, dans les pays européens, les pays asiatiques et même aux États-Unis. Donc beaucoup veulent reproduire ça aussi dans leur pays. Les Burkinabés, influencés par ce qui se passe ailleurs, un changement de mentalité donc. C'est quelque chose qui est lié à l'évolution en fait des mentalités, l'évolution des modes de vie, l'évolution de la perception même que le Burkinabé a de son logement. C'est lié également à l'évolution des matériaux de construction parce que les matériaux sont maintenant plus modernes, lié aussi à l'évolution du niveau de vie. Il faut reconnaître qu'il y a 30 ans, il y a des choses qui se faisaient, c'était lié également au niveau de vie des populations. Le niveau de vie des populations justement. Depuis quelques années, l'on assiste à l'émergence d'une classe moyenne ayant plus accès au crédit bancaire, pouvant leur permettre de réaliser des projets immobiliers d'une certaine ampleur. Mais attention, prévient les professionnels, l'architecture doit s'adapter au climat. En fonction des pays, l'architecture doit pouvoir s'adapter. Nous n'avons pas tout à fait le même climat. Vous voyez, le Burkina, c'est un pays où il fait relativement chaud, voilà, beaucoup plus chaud que sur les pays côtiers. Nous n'allons pas avoir forcément le même style architectural que certains pays où la température moyenne est de 25 degrés, par exemple. Ou si vous allez au Sénégal, vous avez une température moyenne de 23, 25, rarement 30 degrés. Au Burkina, la température moyenne en général est de 33, 34, des fois on a 40 degrés. Du coup, il faut adapter l'architecture à ce climat-là. Si l'on ressent de plus en plus la touche des architectes dans les constructions, il n'en demeure pas moins que certaines pratiques peu recommandables se poursuivent dans la réalisation de certains projets d'envergure confiés à des acteurs peu qualifiés, ce qui est parfois à l'origine de l'effondrement de certains bâtiments, déplore Fabien Ouedraogo. Le président de l'Ordre des architectes regrette également le manque de plans d'urbanisation clairs de la capitale et surtout des zones d'habitation spontanée qui se trouvent en plein cœur de certaines zones urbaines. Une situation qui risque d'anéantir les efforts d'embellissement de la capitale imprimés par la modernité dans la construction immobilière, selon l'architecte. Cette image, c'est de beau, mais aussi le contraste à côté. Maître Sankara a du boulot au niveau de l'habitat et de l'urbanisme. C'est clair que c'est un gros chantier qu'il a hérité. Et on va voir tout de suite son activité là-dessus. Est-ce qu'il va nous faire des propositions importantes de clarifier un peu l'urbanisation de la ville de Ouaga, qui est un besoin important parce que quand on regarde comme ça, surtout ceux qui ont connu Ouaga
il y a des décennies, on ne comprend pas bien dans quelle direction on avance sur le plan urbanistique. Donc ce serait peut-être bien de clarifier un peu les projections, où est-ce qu'on va, en combinant, disons, l'habitat et la démographie, et puis faire une cohérence de tout ça. Donc c'est déjà un chantier important, au-delà des questions classiques comme le foncier, voilà, les sociétés immobilières, etc. Tout à fait. Merci, Cheikh Koulibaly. Merci. Ça sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur notre chaîne. À demain, lundi. Bonne reprise de travail. Bonsoir.